bâtiment le plus impressionnant est le Burj Khalifa. Avec 828 mètres, c'est le plus haut gratte-ciel au monde. Derrière les baies vitrées se déploie sa structure interne, où vivent et travaillent jusqu'à 35 000 personnes. Le gratte-ciel est l'équivalent d'une serre gigantesque. Et pourtant, sa température interne est supportable. Pour cela, il consomme chaque jour 750 000 litres d'eau. Tous les buildings de la ville ont des besoins similaires. Le défi consiste donc à trouver des quantités d'eau très importantes dans un milieu aride. Il n'y a pas de cours d'eau et presque aucune précipitation. Pourtant, l'eau est partout. La réponse se trouve à 80 km à l'est, dans les monts Hajar. La géologue Catherine Goudinoff connaît bien la région. Elle fait partie d'une équipe qui cartographie les Émirats arabes unis. On a couvert la majeure partie des Émirats, avec 30 000 points d'observation. On est obligé d'aller partout. On a parcouru tous les sentiers, sillonné presque tout le désert, escaladé les crêtes des montagnes et arpenté les wadis. On a donc traversé tout le pays. Au cours de cette étude, les scientifiques ont découvert des signes du passé des Émirats. Ici, dans cette vallée profonde qu'on appelle un wadi, on voit des traces d'eau partout. Le wadi est en forme de V. Ça nous apprend qu'il a été creusé par un cours d'eau. Et puis tout autour, on a des rochers usés. Ils ont été lissés et érodés par l'eau. Il y a 2 millions d'années, cette région était très humide. À la place de la ville, il y avait des cours d'eau et une plaine verdoyante. Au fil du temps, les températures ont grimpé et les fleuves se sont asséchés. Puis les déserts ont tout envahi. Pourtant, l'eau n'a pas disparu. Elle est en partie stockée dans le sous-sol. Aujourd'hui, elle est toujours sous la ville. Quand il y avait de l'eau dans les wadis, elle coulait très vite. Mais une fois dans le sous-sol, comme elle devait s'infiltrer entre les grains de sable et les cailloux, elle s'écoulait plus lentement. Et bien sûr, elle ne pouvait plus s'évaporer aussi facilement parce qu'elle n'était plus en surface. L'eau peut rester là, dans le sol, pendant des millénaires, et c'est la première source d'eau de Dubaï. Cette nappe d'eau a alimenté la naissance de la ville au début des années 1970. Mais elle ne suffit plus aujourd'hui. Dubaï a besoin d'usines de dessalement qui transforment l'eau de mer en eau douce. La faire circuler dans les canalisations urbaines, puis dans les gratte-ciels comme le Burj Khalifa, est un défi pour les ingénieurs. John Svets supervise l'installation du système de plomberie dans de nombreuses tours. Si on pouvait visualiser l'infrastructure de distribution d'eau, on verrait une myriade de tuyaux qui ressemblent à un plat de spaghettis. L'eau est acheminée dans tous les coins et à tous les étages. Ce serait trop dangereux d'injecter l'eau jusqu'en haut d'un gratte-ciel comme le Burj Khalifa avec une seule pompe géante. Les tuyaux pourraient exploser sous l'effet de la pression. L'eau monte par paliers. D'abord dans un premier réservoir, au 40e étage.
Ensuite, dans plusieurs bassins de 800 000 litres, jusqu'en haut du gratte-ciel. Puis, elle redescend dans les canalisations sous l'effet de la gravité. C'est ainsi que 750 000 litres circulent chaque jour dans le Burj Khalifa. Ce principe est repris pour de nombreuses tours de la ville. En ce moment, les travaux s'achèvent sur la Princess Tower. Avec 414 mètres et 101 étages, c'est le plus grand immeuble résidentiel au monde. Nous sommes devant le réservoir du 79e étage. Quand l'eau arrive à ce niveau, elle est déjà passée par 3 paliers différents. Ici, on a une capacité de 300 000 litres. Si on pouvait enlever tout ce qui recouvre l'infrastructure hydraulique de la ville, on verrait qu'il faut un système gigantesque pour faire tourner une ville comme Dubaï. Il y a plus de 200 gratte-ciel à Dubaï. Ils sont parcourus par des milliers de kilomètres de canalisation. Elles sont enfouies sous le sable, loin de la surface. Chaque habitant consomme 550 litres d'eau par jour. La majeure partie est destinée au système de climatisation. Dans un endroit comme Dubaï, la climatisation permet de faire descendre la température de 40 ou 45 degrés à un niveau normal, agréable ou même plus sain. C'est une nécessité absolue, on ne pourrait pas s'en passer. Ces 4 tours géantes refroidissent de l'eau pour climatiser la Princess Tower. À leur capacité maximale, ces tours consomment environ 12 000 litres d'eau par jour. Donc ça fait 500 litres par heure. Ce système de refroidissement ne fonctionne que depuis quelques jours. C'est pour ça que la température ambiante est encore assez élevée. La Princess Tower est si haute qu'une fois le système branché, il faut 2 semaines pour que la température intérieure descende à 23 degrés et que les résidents puissent s'installer. L'eau est une ressource vitale pour la ville et ses ingénieurs ont appris à la maîtriser. L'autre défi technique est le sol sablonneux, sur lequel il faut bâtir d'immenses gratte-ciel. La rue Cheikh Zayed est une artère impressionnante. Elle est bordée d'une 50aine de tours. Chacune peut peser jusqu'à 250 000 tonnes. Pourtant, le sous-sol est composé de sable et donc très instable. La principale difficulté est de stabiliser les édifices. Nars connaît bien le problème et sa solution. Il la met en pratique pour son nouveau projet, la tour Burj Said Boulevard Tower. C'est le dernier plan qu'on a? Quand je suis arrivé ici, rien de tout cela n'existait. C'était un immense désert. Pour se déplacer, il fallait prendre un 4x4. Et aujourd'hui, regardez, c'est l'une des villes les plus modernes et luxueuses du monde. Ce gratte-ciel de près de 200 mètres sera un géant d'acier et de béton. Ce bâtiment pèse environ 100 000 tonnes. C'est énorme. Et il faut des fondations très solides pour supporter et répartir cette charge.
Pour que les fondations soient solides, elles doivent s'ancrer dans une roche dure. Dans les monts Hajar, Catherine Goodenough a étudié les origines du socle rocheux de la ville. Ces montagnes sont très importantes pour Dubaï parce que c'est de là que vient le sous-sol de la ville. Ces rochers se sont formés il y a environ 95 millions d'années. À l'époque, ils étaient au fond de l'océan. Ensuite, les forces tectoniques ont comprimé le sol et les ont poussés vers le haut pour former le bord du continent. Il y a 30 millions d'années, deux plaques continentales se sont heurtées et cela a créé les monts Hajar, qui culminent à 3000 mètres. Au fil du temps, l'eau qui s'écoulait des sommets a arraché des rochers sur les flancs pour les emporter en aval, où ils se sont accumulés, sous la forme de cailloux. On voit la composition du sol là où on a creusé la roche pour faire des routes. Ce qu'on a ici ressemble à une couche de gravat. Elle est composée de gros cailloux comme celui-ci. Comme ils ont une forme arrondie, je sais qu'ils ont été apportés par des fleuves. Ensuite, de l'eau s'est écoulée au milieu des gravats et elle a déposé des minéraux carbonatés. C'est cette partie blanche qu'on voit là. Et ces minéraux ont formé un ciment. Les petits rochers se sont retrouvés emprisonnés dans le minerai. Aujourd'hui, ce socle solide est enterré sous 40 mètres de sable. Cela rend les constructions très difficiles à Dubaï. Dans d'autres pays, le socle rocheux est tout près de la surface. Donc on n'a que quelques mètres à creuser pour faire les fondations nécessaires pour soutenir un gratte-ciel. Mais voilà ce qu'on doit prendre en compte quand on fait nos plans. Il y a ce sable qui peut être friable ou bien cimenté. Et on a ce type de sol jusqu'à 25 ou 30 mètres de profondeur. Pour atteindre la roche, des trous sont percés dans le sable. Puis ils sont remplis d'argile pour les empêcher de s'effondrer. Ensuite, on y plonge des armatures en acier et on injecte du béton. On crée ainsi des colonnes rigides. À Manhattan, ce type de bâtiment n'a besoin que de quelques colonnes. À Dubaï, il en faut 250. C'est ce qu'on appelle des fondations profondes par pieux. Elles sont le secret des gratte-ciels de Dubaï. Si on pouvait voir ce qui se cache sous la surface, on verrait une véritable forêt de béton, avec d'immenses piliers d'1 mètre de large. Sous cette tour, il y en a 250, et ils descendent entre 36 et 40 mètres de profondeur. Pour un gratte-ciel comme le Burj Said Boulevard, il faut 75 000 tonnes de béton. Et pour prendre, il doit refroidir, ce qui est quasi impossible dans un désert. Il faut imaginer qu'en été, la température extérieure peut atteindre une 50aine de degrés. Il fait très chaud. Disons qu'on se met au travail le matin. On arrive au pic de température vers le milieu de la journée, mais à ce moment-là, le béton ne séchera pas bien. Il y aura de grandes fissures et il sera inutilisable. Voilà pourquoi le béton est coulé pendant la nuit, quand il fait relativement plus frais. Depuis les années 1990, les ingénieurs ont bâti une forêt de piliers sous la ville. Elle s'étend le long de la route Sheikh Zayed.
Ces piliers sont indispensables pour bâtir des gratte-ciel. Il faut à la fois ancrer les bâtiments dans le sable et les protéger du vent du désert. Dubaï est connu pour son extravagance. C'est un endroit qui attire les gens riches et célèbres. Le Burj Al Arab est un palace 7 étoiles et c'est l'un des plus chers au monde. Les clients arrivent souvent par le toit, en hélicoptère. Le vent peut souffler très fort et l'atterrissage est toujours une manœuvre difficile, même pour des pilotes expérimentés. On est à une distance de 800 mètres et à 90 mètres au-dessus de la zone d'atterrissage. Il y a du vent. D'abord on descend, j'augmente la puissance. On va avoir quelques secousses. On a du vent qui souffle des deux côtés. Ces deux courants convergent, ce qui donne un peu de turbulence. On approche tout doucement, on est dans notre trajectoire de vol, ça bouge juste un peu. J'espère que tout s'est bien passé. Les turbulences ont été limitées. Bienvenue à l'hôtel. Aujourd'hui, le vent soufflait à 75 km/h. Il lui arrive d'atteindre 130 km/h. Les bâtiments doivent rester stables en toutes circonstances. Les ingénieurs font des tests en soufflerie pour simuler des tempêtes de sable et évaluer la résistance de leur projet. Est-ce que cette poutre est correctement installée? Tom Bellwright doit tester le revêtement des gratte-ciel. Un ancien moteur d'avion reproduit la puissance du vent. Pour le test d'aujourd'hui, on va recréer tout ce que la nature peut faire subir à un bâtiment. S'il y a une faille, on pourra la localiser et voir comment ça s'est produit. Quand on sera à pleine puissance, la soufflerie va générer 145 km/h. L'équipe propulse aussi de l'eau sur les surfaces pour faire apparaître la moindre fissure. Si de l'eau est détectée à l'intérieur, ce sera la démonstration d'une erreur dans la conception de la tour. Qu'est-ce que ça donne? Ok, ça a l'air bon. Très bien. Ce test dynamique est très efficace parce qu'il est représentatif des conditions météo réelles. C'est le genre de force auquel les bâtiments doivent résister. Il faut protéger l'extérieur d'un édifice, mais aussi l'intérieur. Des innovations techniques sont cachées sous la surface du Burj Al Arab. Le vent qui souffle dans le golfe est si violent qu'il peut faire ployer ou briser le noyau central en béton, situé au centre du gratte-ciel. Le Burj Al Arab est équipé d'une charpente en acier fixée à une colonne vertébrale. C'est son exosquelette. La force du vent est répartie dans toute la structure et le noyau en béton est ainsi stabilisé. À l'intérieur du squelette, il y a des amortisseurs de choc qui résistent au vent et réduisent les mouvements du bâtiment. Dans le désert, le vent n'est pas la seule menace. Il faut aussi se méfier du sable.
Une violente tempête de sable peut se lever à tout moment. Dubaï se retrouve alors aux prises avec des tonnes de sable tourbillonnant. La ville peut être paralysée plusieurs jours. Il n'y a plus que quelques mètres de visibilité. Tout ce qui n'est pas attaché s'envole. Les gouttières sont bouchées, la circulation à l'arrêt et des avions cloués au sol. Dubaï est très exposée parce que la ville est implantée au bord du désert Rub al Khali, la plus grande étendue de sable au monde. C'est un environnement difficile, surtout en cas de tempête. Il n'y a plus aucune visibilité et quand on roule dans les dunes, on a besoin de voir où on va. Des spécialistes comme Catherine Goudinoff ont arpenté le désert pour le cartographier et elle connaît maintenant la technique pour rouler dans le sable. Si je ne dégonflais pas les pneus, je risquerais vraiment de me retrouver ensablé. C'est encore plus excitant de rouler dans le désert qu'à travers la montagne. C'est vraiment rock'n'roll. J'arrive tout en haut de la dune et je passe la crête. Il faut juste laisser la voiture avancer toute seule. Ça ne sert à rien de freiner, parce que sinon, on s'enfonce dans le sable et là, ça peut se compliquer très rapidement. Pour rouler dans les dunes, il faut savoir appréhender le relief. Je vais accélérer un peu pour essayer de monter sur cette portion de sable mou. Ça permet de comprendre comment le vent interagit avec le sable. Les dunes sont comme des énigmes à déchiffrer. Elles contiennent beaucoup d'informations. En regardant celle-ci, je vois que le vent arrive par le côté où la pente est faible et soulève les grains de sable. Ensuite, il retombe du côté le plus incliné. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais la plus grande partie du sable roule sur la surface des dunes. Quand le vent se renforce, il soulève des grains plus lourds. En retombant, ils font s'envoler des particules de poussière. Elles remontent dans l'air et forment des nuages denses. Quand ils arrivent sur la ville, ils perturbent son fonctionnement. Les équipes chargées de l'entretien et de la sécurité des bâtiments sont sur le pied de guerre. Les tempêtes de sable se forment à l'intérieur des terres et ensuite on voit un immense nuage qui avance sur nous. Il a l'air de transporter tout le désert. Il s'abat sur le Burj Al Arab à une vitesse de 30 ou 35 km/h. Tout est couvert de poussière. Tout est sale. 4 fois par an, armée de jets très puissants, une équipe de nettoyage descend le long de la façade. C'est une opération à haut risque, parce que ces agents d'entretien dépendent des cordes et des harnais qu'ils portent. Le vent complique encore l'opération. En ce moment, il souffle à près de 20 km/h. On est presque à la limite en matière de sécurité. S'il augmentait encore, il faudrait tout arrêter et faire redescendre notre équipe. Il faut 14 nuits pour nettoyer tout le sable qui recouvre le gratte-ciel. À Dubaï, les ingénieurs ont appris à composer avec le vent. Ils adaptent la forme des bâtiments pour qu'ils puissent résister aux pires tempêtes de sable. La ville a été bâtie grâce aux revenus de l'exploitation du pétrole. Le golfe Persique est la région du monde où les gisements sont les plus importants. Son extraction pose de nombreux problèmes techniques.
Le long des côtes, le fond de l'eau est à plus de 50 mètres de profondeur. Il faut traverser 4000 mètres de sable et de roches pour parvenir au gisement. L'industrie ne recule devant rien pour atteindre ces précieux gisements. À 20 km de la ville, des ouvriers construisent des installations adaptées au golfe Persique. Une plateforme auto-élévatrice va bientôt être inaugurée. Ce type de plateforme est conçu spécialement pour la région du golfe Persique, où l'eau peut se trouver jusqu'à 60 mètres de profondeur. Là, on est presque prêt. La plateforme auto-élévatrice est mobile et peut chercher le pétrole très loin. Mise en route, mise en route. Une plateforme classique reste toujours au même endroit. Ses fondations sont fixées au fond de l'eau. Au besoin, celle-ci peut se déplacer et s'implanter sur un nouveau site. Elle est posée sur de larges piliers qui répartissent son poids. Ils la maintiennent en place pendant que des foreuses percent le sol. Là, c'est l'une des jambes de la plateforme. Elle est composée de 72 tonnes d'acier. Au total, il y a 27 jambes sur cette installation. Ces crémaillères portent toute la plateforme, soit 11 000 tonnes. Les travaux de construction ont duré 1 an et demi. Une plateforme comme celle-là coûte 165 millions de dollars et 1 millier de personnes peuvent y travailler simultanément. Un tel investissement est justifié par les bénéfices attendus. Le sous-sol du golfe Persique contient la majeure partie des réserves pétrolières de la planète. Cette concentration s'explique par son passé géologique. Pour en savoir plus, il faut faire 25 km au nord de la ville. C'est une portion de la côte encore intacte. Et on voit bien quels endroits étaient immergés à marée haute. En se retirant, l'eau a laissé des algues un peu partout dans ce lagon. On voit beaucoup de dépôts organiques très sombres là où la marée s'est avancée. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est incroyable. On dirait presque du vieux cuir. En fait, ce sont des organismes vivants, du moins ce qu'il en reste. Les ancêtres de ces micro-organismes ont fabriqué du pétrole. Il y a 200 millions d'années, la région était au fond de l'océan. L'eau chaude et peu profonde grouillait de micro-organismes. Au fil du temps, leurs cadavres ont recouvert le sol. Ensuite, des sédiments se sont accumulés par-dessus. Cela a accru la pression et la chaleur. Les matières organiques décomposées ont ainsi donné naissance au pétrole. Il est resté dans le sol jusqu'à ce que des fissures se forment dans la roche. Il s'est ensuite déplacé pour former de grandes poches souterraines. La richesse de Dubaï repose sur cet événement géologique. La nouvelle plateforme auto-élévatrice est prête à entrer en action. D'abord,
il faut la transférer sur une barge. Beaucoup de gens nous regardent et c'est une opération très sensible. Il faut qu'on respecte la date de mise en service. La marée haute ne dure que 80 minutes et il faut que tout se passe pendant ce laps de temps. C'est la première fois qu'on teste cette barge et je ne veux pas être pris par le temps. En ce moment, tout le monde surveille ces rampes qui bougent un peu à cause des vagues. À mesure que la plateforme glisse sur la barge, son poids la fait pencher. Maintenant, la barge commence à s'enfoncer d'un côté. On va aller voir comment ça se passe à la proue, parce que le poids est transféré sur la barge, et elle va avoir tendance à s'incliner vers l'avant. Tout se passe très bien. Le ballastage a été bien fait, la charge est bien répartie. C'est parfait. L'opération s'est achevée dans les temps. Dans quelques semaines, la plateforme pourra participer à la prospection pétrolière dans le Golfe et donc contribuer à l'expansion de la ville. Elle va partir dans le golfe Persique. On a déjà choisi son premier emplacement. Elle entrera en action presque immédiatement. Les plateformes pompent chaque jour plus de 50 000 barils de pétrole autour de Dubaï. Elles rapportent environ 1 milliard d'euros par an à la ville. Son essor économique est basé sur cette ressource naturelle. Dubaï attire de plus en plus de personnes, mais manque d'espace. Pour continuer à se développer et offrir des services haut de gamme, elle doit proposer des biens immobiliers sur le front de mer. La Palm Jumeirah est un archipel artificiel en forme de palmier géant. C'est une prouesse technique. Si on vide l'océan, on visualise mieux l'ampleur du chantier. L'archipel fait l'équivalent de 800 terrains de football. Il est situé à l'intérieur d'une ceinture constituée de 7 millions de tonnes de roches. 94 millions de tonnes de sable ont été déversées pour servir de base à 5000 nouveaux logements. Akil Kazim a vu cet archipel sortir de l'eau. Cela répondait à un besoin très précis. À l'époque, Dubaï avait un littoral très restreint avec peu d'espace pour des propriétés de luxe avec vue sur l'océan. On a rallongé notre littoral de 70 km. C'est très bien conçu parce qu'on a une grande circonférence. L'île est très belle vue d'en haut, mais aussi du sol, grâce à la forme des feuilles. Chacune est bordée par 2 rangées d'habitations, une dans un sens et une dans l'autre. Gagner de l'espace sur la mer permet de surmonter un obstacle géologique. Certaines villes côtières ont l'avantage d'avoir des rives très découpées et donc plus longues. Celle de Dubaï est courte, car elle est rectiligne. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 6000 ans, le littoral était très différent. Les nombreuses baies ont été peu à peu ensablées à cause du vent et des courants marins. Elles se sont refermées et ont disparu, ne laissant que la côte actuelle. Les îles artificielles sont la meilleure solution pour gagner des terres. Pour les construire, il faut une machine spéciale, appelée drague suceuse à désagrégateur. En une semaine, elle peut aspirer au fond de l'eau 70 000 tonnes de sable et de roches.
Son secret est une tête de coupe très puissante. La tête de coupe est munie de dents pivotantes. Il s'agit de pilons qui fracturent le matériau. On doit forer dans la roche et le sable. À l'intérieur de la tête de coupe se trouve une pompe qui aspire tout ce qui a été cassé par la tête. Mieux vaut ne pas tomber dedans. Pour construire un archipel à partir de rien, il a fallu de nombreuses dragues et déplacer plus de 150 millions de tonnes de sable. Les navires du chantier ont été dirigés par des satellites. Ils ont déversé leur cargaison de sable jusqu'à ce que la forme d'un palmier dépasse de la surface de l'eau. Pour finir, les bords des feuilles ont été lissés. Ensuite, les ouvriers ont pu construire des bâtiments. Ces terrains et ses propriétés se vendent à prix d'or. Cette villa est unique parce qu'elle offre un panorama à 275 degrés sur la mer. Son propriétaire a payé très cher pour vivre à cet endroit. Le prix de ce terrain tourne autour de 35 millions d'euros. Donc c'est forcément quelqu'un pour qui l'argent n'est pas un problème. En empiétant sur la mer, Dubaï a modifié les contours, mais aussi l'écologie de son littoral. Les travaux ont déplacé plus de 600 millions de tonnes de sable. Les nouvelles îles accueillent des milliers d'habitants supplémentaires. D'autres sont en projet. Au final, le littoral devrait être 7 fois plus long qu'à l'origine. Les dragues ont totalement modifié la géographie de la côte. Mais la nature commence à contre-attaquer. Le vent et les courants risquent de repousser le sable vers la mer. Les ingénieurs doivent prendre en compte cette menace. À 4 km au large, des plongeurs se dirigent vers le nouveau projet pharaonique de la ville. Les World Islands sont un archipel en forme de map-monde. Il va falloir protéger les îles des forces de la nature. Un brise-lames a déjà été construit pour arrêter les vagues. C'est un mur de rochers qui empêchera l'érosion des îles. Les ingénieurs ont aussi aménagé le fond de l'eau. On utilise un GPS pour trouver l'emplacement exact, parce qu'on ne l'a pas noté sur des cartes marines. Ça doit rester un secret pour l'instant. Il s'agit d'un projet particulièrement ambitieux. C'est là? Bien. Il y a 4 ans, des plongeurs ont découvert un immense récif corallien, ce qui est très rare dans la région. Il était juste à l'entrée d'un port et les coraux étaient en train de mourir. L'équipe s'est alors lancée dans une opération inédite. Elle a décidé de les déplacer à côté du brise-lames. On n'avait aucune garantie de réussite. Le corail de ce récif est ce qu'on appelle un corail encroutant. Il est dur et s'accroche très fermement aux rochers. Les techniques de transplantation traditionnelles auraient échoué. Ce récif contenait 22 000 colonies de coraux. S'ils avaient été arrachés à leurs rochers, près d'un tiers seraient morts. Les ingénieurs ont donc opté pour une technique totalement nouvelle. Percer des trous dans le récif,
les remplir de colle non toxique et y insérer des tiges métalliques. Ensuite, ils sont passés au déménagement. Une grue a soulevé les rochers et les a attachés à une barge. Puis ils ont été transportés 15 km plus loin. Plus d'1 millier de rochers de plusieurs tonnes ont ainsi été déplacés. Pour finir, ils ont été déposés près du nouveau brise-lames. Ils ont été répartis sur l'équivalent de 10 terrains de football pour que les coraux aient de meilleures chances de survie et que le récif continue à grandir. Aujourd'hui, les plongeurs vont évaluer l'état de conservation du corail. Ouais, ok. La mer est très agitée. Les tourbillons qu'on voit aujourd'hui sont la raison pour laquelle on a mis le récif ici. Il sert de protection aux îles qui ont été créées derrière le brise-lames. Pour ce premier recensement, plus de 90% des coraux sont encore vivants. C'est un excellent résultat. Ils sont en train de remonter. Alors? Ils sont en très bonne santé. Parfait, le récif joue son rôle. Ouais. Maintenant, le corail renforce la protection apportée par le brise-lames qu'on a construit pour les îles. Il remplit donc sa fonction sur le plan technique, mais aussi écologique, parce qu'il favorise la croissance d'un deuxième brise-lames naturel. Le transfert du récif a été une opération coûteuse, mais au final, il sera bénéfique pour la ville. Dubaï existe grâce à ce type d'innovation. Elles sont cachées sous ses pieds, protègent son littoral, pompent le pétrole dans le sous-sol, fixent ses gratte-ciel dans le sable et font circuler de l'eau jusqu'en haut des tours. Grâce à elles, une ville impressionnante a surgi des dunes du désert. Tout de suite, profitez du cadeau. Des super places pour le spectacle vivant de la nature. Après le boom des naissances, le boom des renaissances. On ne peut pas garder sa jeunesse à vie, mais on peut l'entretenir. Avec la chaîne thermale du soleil, oubliez vos douleurs. Réduisez votre consommation de médicaments et préservez durablement votre santé. Demandez conseil à votre médecin. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je viens de souscrire la convention obsèques Aviva. Je suis soulagée. Mes proches seront tranquilles quand je partirai. J'ai appelé le 0800 450 450. La couverture est immédiate, sans examen médical, et le capital est envoyé sous 48 heures. Sous 48 heures? Oui, ils ont même prévu une assistance pour les proches. Martine! Je reviens! Appelez vite Aviva au 0800 450 450 pour recevoir une documentation gratuite et ce magnifique cadeau. 0800 450 450. Allô, Aviva?
Chaque semaine, avec France Dimanche, retrouvez toutes les enquêtes de l'inspecteur Colombo dans une collection DVD exceptionnelle. Ah, si ma femme voyait ça, elle en rêverait. Cette semaine, les 2 premiers épisodes pour 1,75 € seulement, en plus de France Dimanche. Lissac récompense votre fidélité. Avec la carte Famille Lissac, faites profiter toute votre famille d'une deuxième paire de lunettes, de réduction ou de cadeau. Vos yeux méritent Lissac. Eux, ce sont les conspirationnistes. Des sites qui se disent indépendants, mais généralement pour vous vendre de drôles de propagande. Qui sont-ils vraiment? À qui profite leur théorie du complot? La guerre contre la Libye a été décidée il y a 10 ans. Je n'étais pas en guerre, seulement contre l'ignorance. Contre la misère de ces gosses qui ne demandent qu'à apprendre. Je leur donne tout. Tout ce que je peux, tout ce que j'ai appris. Un acteur, on doit vraiment être dirigé. Surtout plus il a de tempérament et plus il faut le diriger. Sans ça, ça déborde, quoi. Oh Dieu, regarde tes enfants. Les éléments constitutifs de la vie ont été déposés sur la Terre par des corps célestes. Selon moi, il y a des chances que la vie existe ailleurs. Conduisez-moi tout de suite à cette cité. Impossible. On ne peut pas partir maintenant, c'est trop dangereux. En février, il y a de la suite dans les idées sur France 5. Tu penses que Bush peut être à l'origine de ces attentats? Je pense que c'est possible. Il voit de la manipulation et des complots à chaque coin de rue. La guerre contre la Libye a été décidée il y a 10 ans. Simple méfiant, idéologue, paranoïaque. Qui sont-ils vraiment? À qui profite leur théorie du complot? Caroline Fourest a enquêté au cœur des mouvements radicaux. Ils partagent une vision du monde anti-système. Il y aurait une élite cachée qui tirerait les ficelles en coulisses. Les obsédés du complot, premier volet de la série documentaire Les réseaux de l'extrême, ce soir à 20h35 sur France 5. Cette silhouette se fait de plus en plus rare dans les océans. Massif, fuselé, intrigant, cet animal est un dugong. Un animal méconnu qui risque de n'être bientôt qu'un lointain souvenir. Un nom de plus dans l'interminable inventaire des espèces disparues. Car le dugong est aujourd'hui le mammifère marin le plus menacé. Victime de la pollution, de la chasse, mais surtout des filets de pêche. Ces 30 dernières années, 90% d'entre eux ont disparu, dans une indifférence quasi générale. Cousins des lamentins, les dugongs font partie de la famille des Siréniens. Un nom emprunté à la mythologie, car c'est en effet le dugong qui a donné naissance à la légende des sirènes. Les dugongs ne subsistent aujourd'hui que dans quelques rares endroits sur la planète, et seule une poignée de passionnés tente de les sauver. Avec l'aide de ces éminents spécialistes, nous allons tenter de comprendre pourquoi les sirènes et les hommes ne font pas bon ménage. Il n'y aurait plus qu'une dizaine de milliers de dugongs dans l'immensité des océans Indien et Pacifique. Mais c'est en Australie qu'il y en a le plus. Pour être sûr d'en voir, mieux vaut d'abord chercher les endroits où des dugongs vivent en captivité. Il n'y en a que 6 dans le monde, dont 2 à Sydney. Le grand aquarium de la ville vient de recueillir Pig et Ourou, 2 stars dans leur immense bocal qui jouent les têtes de gondole. L'unique espoir peut être de voir ces dames des mers avant qu'elles ne s'évanouissent dans la mémoire collective.
Madame sourit, il n'y a rien à craindre de cette sirène. Je connaissais un peu l'histoire des sirènes qui attiraient les marins sur les récifs ou des choses comme ça. Mais je savais pas que c'était cette créature-là en particulier. Placides, ils aiment jouer avec leurs soigneurs. Sans doute leur éternel sourire et leur manque d'agressivité leur ont-ils porté tort dans la nature. Ici, Pig et Wuru n'ont rien à craindre des hommes, qui sont aux petits soins pour eux. Les dugongs sont les seuls mammifères marins herbivores, et plutôt du genre vorace. Andrew Barnes, leur soigneur, passe toute la journée à préparer les plateaux repas des dugongs. En ce moment, ils mangent environ 120 kg de salade chaque jour. Nous fixons les feuilles de laitue sur des plateaux lestés qui coulent sur le fond. Dans leur milieu naturel, les dugongs se nourrissent comme ça, en broutant les herbiers au fond des mers. Nous essayons de reproduire ces conditions naturelles. C'est sans doute à cause de ce petit côté ruminant que les dugongs ont également hérité du nom de vaches des mers. Pourtant, c'est du côté des éléphants qu'il faudrait chercher des ancêtres communs. Les dugongs seraient donc des pachydermes marins. C'est un animal adorable, très calme. Celui-ci, en plus, a été élevé au biberon, donc il est habitué à l'homme. Nous pouvons jouer avec lui, le nourrir à la main, et même lui donner des jouets. Il est très, très gentil. Très gentil, mais aussi très menacé. Si rien n'est fait pour enrayer le rythme de leur disparition, dans 10 ans, Pig et Wuru seront des pièces de musée. Je pense que les animaux que nous avons ici nous permettent de mieux sensibiliser le public. Les gens apprennent en particulier les nombreux dangers que les dugongs rencontrent dans la nature. Et il y en a beaucoup. La chasse, bien sûr, mais aussi la disparition des herbiers dont les dugongs se nourrissent, ou les filets dans lesquels ils se prennent, et les bateaux qui les blessent. Ça explique pourquoi les dugongs sont aujourd'hui de moins en moins nombreux dans le monde. Si le dugong est largement méconnu en Europe, il est assez familier en Australie, où les scientifiques l'étudient depuis 40 ans. La sommité en matière de dugong-dugong, son nom scientifique en latin, se trouve à 2000 km plus au nord, à Townsville, dans le Queensland. L'université James Cook est réputée à l'échelle mondiale pour ses études des milieux tropicaux et des sciences de la mer. Ici, dans le département des sciences environnementales, un laboratoire unique au monde se consacre exclusivement à l'étude du dugong. Il est dirigé par le professeur Helen Marsh. Pour cette spécialiste mondiale des dugongs, la situation est critique. Si nous regardons ici, nous voyons un cal osseux. Et ici, sur cette partie également. Donc que se passe-t-il? Les dugongs coincent les herbiers entre les mâchoires et les broient. Donc certains pensent que leurs dents ne sont pas très importantes. Une autre particularité très intéressante chez les dugongs et qui les distingue des autres animaux, ils ont des os extrêmement lourds, en particulier les côtes et la colonne vertébrale qui agissent un peu comme une ceinture de plomb intégrée. Donc pour un mammifère qui passe énormément de temps au fond pour se nourrir, et afin de réduire au maximum sa dépense d'énergie, c'est mieux pour lui d'être un peu lourd. Personne ne sait combien d'animaux subsistent dans le monde, mais ils sont certainement plusieurs dizaines de milliers, et peut-être plus de 100 000. Mais ils sont répartis sur une zone immense qui s'étend de l'Afrique de l'Est jusqu'au Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, entre 26 degrés de latitude nord et sud, de part et d'autre de l'équateur. C'est vraiment gigantesque.
Et aujourd'hui, dans la plupart de cette zone, ils sont à présent assez rares, excepté dans le nord de l'Australie où ils sont très nombreux et dans la région du Golfe Persique où ils sont quelques milliers, et en Nouvelle-Calédonie. Mais dans la plupart des régions très peuplées comme en Afrique de l'Est, en Inde, en Asie du Sud-Est, ils sont de plus en plus rares. D'ailleurs, certains des récits, ceux des pêcheurs en particulier, témoignent de la raréfaction des dugongs dans ces endroits au cours des 50 dernières années. Dans beaucoup d'endroits sur la planète, les dugongs valent bien plus morts que vivants. Extrêmement placide et donc facile à capturer, le dugong est victime de la chasse depuis des milliers d'années, pour sa chair, ses os, ses défenses et même ses larmes, aux vertus soi-disant aphrodisiaques. Mais la disparition des dugongs est aussi directement liée à la dégradation de l'environnement. L'agriculture côtière, la pollution ont considérablement modifié les écosystèmes. Et les prairies marines où vivent les dugongs se transforment en désert. Or, le dugong est un mammifère herbivore, et sans prairies marines, il est incapable de se nourrir et d'instinct, il cesse de se reproduire. Placé à l'annexe 1 de la Convention de Washington, qui réglemente le commerce international des espèces sauvages, les dugongs pourraient disparaître des mers du globe. De nombreux indices invitent au pessimisme. Le dugong est une espèce protégée pratiquement partout. Je pense que dans la quarantaine de pays où les dugongs vivent, ils sont protégés. Mais dans la plupart de ces pays, cette protection n'est pas efficace. Rien n'est vraiment mis en place pour arrêter les braconniers dans ces pays, souvent très pauvres. Donc même si le dugong est protégé, cela ne sert à rien. S'il est un pays où l'absence de moyens rend difficile la protection des dugongs, c'est bien le Mozambique. Là-bas, il est peut-être déjà trop tard. Dans ce pays de l'Afrique de l'Est, le nombre de dugongs ne cesse de diminuer chaque année. Si la situation actuelle persiste, d'ici 10 ans, ils auront totalement disparu. Un comble, car les dugongs pullulaient dans ces eaux chaudes de l'océan Indien. Et c'est justement ici, au large de ces côtes, que Vasco de Gama a découvert que les sirènes qui hantaient les récits des marins étaient en fait des dugongs. Aujourd'hui, le docteur Almeida Guissamulo, l'unique spécialiste de ce pays, les recherche en vain. J'ai effectué mon premier survol ici en septembre 1992. Nous avons survolé la zone pendant 2 jours, dans un petit bimoteur. Et on a vu des dugongs partout, entre le nord de l'île de Bazaruto et l'île de Benguera. Aujourd'hui, avec mon collègue, dans la même zone, on n'a compté que 10 dugongs. Au total, il en reste un nombre assez raisonnable. Mais les dugongs continuent de disparaître chaque année. Nous estimons qu'il en reste à peine 200. Le braconnage et les grands chalutiers qui ratissent le canal du Mozambique sont certainement à l'origine de ce carnage. Mais pour en être sûr, Almeida a besoin de preuves. Dans son laboratoire situé au Muséum d'histoire naturelle de Maputo, le chercheur vient de recevoir un dugong congelé. Retrouvé mort, échoué sur la côte, le dugong a été rapatrié. Quand un animal est retrouvé mort,